maintenant. Donc nous allons orienter cette partie-là de la présentation sur un aspect juridique, mais qui est important à comprendre et à connaître pour bien mesurer les problématiques de pénétration des marchés. Et notamment, ce qui a concerné, je pense que vous l'évoquerez ou pas, les sociétés militaires privées et le retard qu'a pris notamment la France par rapport à la Grande-Bretagne sur la possibilité d'embarquer des hommes armés à bord des bateaux. Oui, merci Jean-Alexis. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais traiter un petit peu rapidement, peut-être vous allez trouver ça trop long, le cadre juridique de la sûreté maritime ainsi que son cadre institutionnel. Vous avez tous en mémoire, je pense, des noms tels que Torrey Canyon, Tanio, Amoco Cadiz, Exxon Valdez, Erika, Prestige. Depuis, des noms nouveaux sont apparus à l'écran. Le Ponant, le Tanit, Atalante, Mare Nostrum, Winner, Junior, Lévrier, East Sea, Limbourg, Cole. Et on peut constater à cette énumération que si les 20 dernières années du XXe siècle ont été les années de la sécurité maritime, les 20 premières années du XXIe siècle seront indéniablement les années de la sûreté maritime. En quelques années, nous avons donc vu les menaces d'origine humaine, sûreté, prendre le relais des risques d'origine accidentelle, sécurité. La piraterie dans la Corne de l'Afrique, vous le savez, a considérablement reculé, mais au prix d'une médication coûteuse, limité aux effets symptomatiques et sans traitement des racines du mal, ni sanction d'ailleurs des agents pathogènes. Et on note qu'une infime minorité des pirates sont jugés. J'y reviendrai. À l'ouest, on vient de le dire, s'est développée dans le golfe de Guinée une autre forme de piraterie plus violente qui ne s'attaque pas au trafic maritime et qui s'attaque aux cargaisons, aux hommes qui les servent. La sûreté maritime traite aussi d'autres sujets. Je pense en particulier au narcotrafic maritime. Je pense à l'exemple de l'Atlantique avec des prises parfois très importantes. Rappelez-vous, en 2006, le Master Endeavour, 3,6 tonnes de cocaïne, c'est pas rien. Et ça nous donne une idée peut-être vertigineuse de ce qui passe au travers des mailles de ce filet. Je pense aussi à l'immigration clandestine qui et surtout un drame humain considérable avec des milliers de morts et qui renvoie les États riverains à leur responsabilité, qui renvoie aussi l'Europe, l'Union européenne à son impuissance. Voilà, je ne développerai pas plus avant ce tableau de la sûreté maritime. Il est assez grave, il est sérieux. Je voudrais simplement en traiter le contexte juridique d'une façon concrète, peut-être un peu empirique, en deux parties. J'examinerai d'une part le droit lui-même et je vous poserai la question de savoir si le souverainisme du droit de la mer n'est pas le premier obstacle à surmonter pour pouvoir fonder un véritable droit de la sûreté maritime qui n'existe peut-être pas encore. Je m'interrogerai d'autre part sur les acteurs de la sûreté maritime en remarquant qu'ils sont dispersés, qu'ils disposent d'outils techniques de plus en plus performants, mais ceci renvoie à la définition de leur mission, surtout dans un contexte de disette budgétaire qui est flagrant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais poser deux préalables. D'une part, j'entends par haute mer, où je prendrai plutôt la haute mer dans son acception la plus large, c'est-à-dire celle qui inclut les zones économiques exclusives, c'est-à-dire l'ensemble des eaux internationales où s'exerce la liberté de navigation et la liberté de survol, particulièrement importante ici. Et c'est dans ces zones que s'exerce la loi du pavillon. Deuxième préalable, je souligne, et c'est peut-être un petit peu contradictoire, je souligne la continuité physique du théâtre maritime en dépit de la qualification juridique des espaces. Il n'y a pas en mer de frontières visibles. La liberté formelle des eaux internationales se double de la liberté réelle de l'ensemble de l'espace maritime, y compris l'espace sous souveraineté. En conséquence, la surveillance maritime
A fortiori, l'aérosurveillance n'a pas de frontières, même si elle a des acteurs nationaux, ce qui conduit bien sûr à privilégier la mer comme un espace idéal de coopération internationale, en particulier pour la sûreté maritime. Attaquons, si vous le voulez bien, le premier point, le point juridique, en nous interrogeant sur la sûreté maritime face au droit du pavillon. Comment surmonter le souverainisme du droit de la mer, la haute mer dans laquelle il n'y a pas de souveraineté et dans laquelle il y a l'anarchie, dans laquelle règne l'anarchie, parce qu'on a entendu dire de la part d'hommes politiques qu'il n'y avait pas de droit en haute mer. C'est faux. En haute mer s'exerce la loi du pavillon, et cette loi du pavillon, c'est la juxtaposition des droits nationaux. Cette loi du pavillon est en effet mise en place par la Convention de Montego Bay dans son article 92 qui dispose que le pavillon est seul maître en haute mer et que les États ne peuvent intervenir que vis-à-vis des navires battant leur pavillon. Et cette même Convention de Montego Bay met en place, dans un article 110 qui s'appelle le droit de visite, des exceptions qui permettent à des navires ne battant pas leur pavillon, aux navires de guerre, aux navires d'État, d'intervenir dans un certain nombre de cas qui sont limités, et dont celui de la piraterie. Ceci est extrêmement réducteur parce qu'on voit que dans un certain nombre de cas, les navires de guerre étrangers ne peuvent pas intervenir s'ils n'ont pas l'autorisation du navire, de l'État battant le pavillon du navire incriminé. C'est le cas notamment en matière de narcotrafic maritime, mais aussi dans d'autres exemples, comme celui de terrorisme ou comme dans celui des trafics d'armes ou du trafic illicite de migrants. Alors, il faut requérir l'autorisation de l'État du pavillon, ce qui suppose de mettre en place un certain nombre de conventions internationales organisant des procédures. C'est le cas de l'article 17 de la Convention de Vienne qui va organiser cet échange de consentement. On peut imaginer d'autres conventions internationales, c'est actuellement le cas, mais c'est très limité. Alors, quelles sont les ouvertures possibles? Comment imaginer que l'on puisse faire évoluer le droit international? Il y a deux écoles, pourrons-nous dire. Une école qui serait radicale et qui dirait « mettons par terre l'ensemble du droit international de la mer, rebâtissons une convention » parce que finalement, cette convention de 1982, elle a commencé à être négociée en 1973, il y a bientôt 50 ans, et c'est forcément une convention qui est dépassée. Ceci est une illusion à laquelle il faut s'opposer radicalement parce que plus jamais on ne se retrouvera devant une communauté internationale aussi unie qu'elle n'a été en 1982. Et donc on risque de tout perdre à vouloir transformer cet édifice. Il faut donc avoir une approche beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus progressive et intervenir cas par cas. On l'a fait pour le narcotrafic maritime, on l'a fait avec la Convention de Malherbe pour la criminalité transnationale. Il faut viser cette voie. Il y a aussi une deuxième voie extrêmement intéressante qui nous vient de l'Organisation maritime internationale et notamment avec la mise en place du code que vous connaissez, qui est le code de sécurité portuaire et maritime, qui est le code ISPS. On est ici dans un domaine plus évolutif qui confère au droit mou. En créant de toutes pièces une annexe à la convention SOLAS qui s'appelle le code ISPM, on est passé à côté de l'obstacle que constituent des véritables conventions diplomatiques, conventions internationales nécessitant une réunion de conférences diplomatiques. En mettant en place dans le domaine de la piraterie le best management practice, on est vraiment dans du droit mou, c'est-à-dire dans le droit des recommandations, et on pourrait imaginer que la société internationale utilise cette voie dans le domaine de la sûreté pour mettre en place des éléments nouveaux qui ne seraient pas des éléments conventionnels lourds, mais des petites pièces d'un dispositif qui serait complété pièce à pièce. On peut aussi imaginer que, à l'image de ce qui se fait dans la sécurité maritime, on mette en place des mécanismes comme ce qui se passe en matière de lutte contre les pollutions. Vous avez tous entendu parler du Manche-Plan, vous avez tous entendu parler
du Lyon-Plan, eh bien, ce sont des procédures d'échange en matière de lutte contre les pollutions maritimes. Ces outils existent, on pourrait les adapter pour la sûreté maritime. Voilà très rapidement ce qu'on peut dire en matière d'évolution du droit. Les outils existent, la sécurité maritime, donc la lutte contre les risques d'origine accidentelle, donne des outils. Je pense qu'il serait extrêmement intéressant de les transposer au domaine de la sûreté maritime. Alors, j'en viens à ma deuxième partie, les acteurs de la sûreté maritime, dont j'ai dit dans mon introduction qu'ils étaient dispersés. L'Union européenne, et l'exposé qui vient d'être fait nous en a donné une illustration, montre qu'il y a nombre d'intervenants en matière de sûreté maritime au niveau européen, tant qu'au niveau des diverses nations. On a dit qu'il y avait une espèce de convergence actuelle entre les gardes-côtes et les marines militaires, et je crois que dans ce domaine, la France est assez exemplaire, avec la fonction garde-côte, c'est-à-dire l'organisation de l'action de l'État en mer, qui intègre les diverses administrations maritimes sous l'autorité du secrétaire général de la mer et qui, localement, permet aux amiraux préfets maritimes de mettre en œuvre l'ensemble des administrations maritimes avec une implication remarquable de la Marine nationale dans le domaine à la fois de la défense et de la sécurité, et qui est une traduction parfaite de la continuité stratégique entre la défense et la sécurité. Au plan européen, on est loin d'en être là, mais deux voies semblent privilégiées. Une voie un peu permanente, qui est celle des agences qui ont déjà été citées, avec bien évidemment Frontex, l'EMSA, le MAOC-NC, l'Agence européenne de contrôle des pêches, et puis une autre voie qui a déjà été citée, mais que je souligne parce qu'elle est intéressante. Elle montre notre capacité à mettre en œuvre une force opérationnelle de façon presque immédiate et remarquablement efficace. Je fais bien évidemment allusion à la force Atalanta. Voilà, donc on a ici des voies de progrès considérables et qu'il faut atteindre d'autant plus rapidement que les voies techniques, elles, sont en progrès très rapide. Alors ce n'est pas devant un public d'industriels tels que vous que je vais décrire l'évolution de la surveillance maritime. Elle est tout à fait remarquable. Quand j'étais en service il y a naguère à la préfecture maritime de la Méditerranée, avant que n'interviennent ces évolutions, eh bien nous n'avions comme connaissance de ce qui se passait en mer que ce qu'il y avait à vue des radars des sémaphores, c'est-à-dire dans une profondeur de 20 nautiques à peu près. Le reste, on l'ignorait. Depuis, sont arrivés un certain nombre d'outils d'intégration de l'information maritime avec le programme Spationav qui fait que le préfet maritime, les administrations régaliennes savent quel est l'état de la navigation maritime. Ils connaissent les mobiles, ils connaissent les navires, ils savent d'où ils viennent, ils savent d'où ils vont, où ils vont, quel est le contenu de la cargaison, quelle est leur dangerosité, et voire même, en ayant recours au centre d'information maritime, quelle peut être leur dangerosité en termes de sûreté maritime. Il y a donc des progrès tout à fait considérables et qui sont accompagnés au plan européen d'une intégration de plus en plus forte des réseaux de surveillance maritime que nous ne pouvons qu'appeler de nos voeux. On a cité le projet CISE, qui est extrêmement important. On avait auparavant parlé de Marsure, de Blue Massmed, qui sont des projets tout à fait considérables. Alors pourquoi faire? Quel est l'objectif des actions de l'État en mer? On a vu, je reviens un petit peu en arrière, aux questions de piraterie, et je souligne combien l'action qui a été menée a permis de réduire considérablement la dangerosité de la piraterie dans la Corne de l'Afrique, mais il ne vous a pas échappé que 90% des pirates n'ont pas été jugés. Ceci doit nous interpeller et nous poser la question de la finalité de la mission. Quelle est la finalité de la mission de sûreté maritime? Est-elle vraiment de juger les fauteurs de troubles, de juger les délinquants? Eh bien, je pense que il ne faut pas trop s'attacher à la répression ou, si vous voulez, à la police judiciaire. Pourquoi? Parce que les pauvres bougres qui sont en mer, qui mènent les opérations de piraterie, voire de narcotrafic, sont loin des donneurs d'ordre, des gros bonnets qui, eux, sont à l'abri à terre et qui sont les véritables responsables. Et la véritable mission de la police judiciaire, c'est-à-dire de la répression, elle est hors du domaine maritime.
Les acteurs de la sûreté maritime que nous sommes, eux, ils ont un objectif qui doit être d'établir l'ordre public maritime, c'est-à-dire d'assurer la sécurité de la navigation. Pour cela, il faut des moyens. Et quelle réponse face à la pénurie des moyens publics? Je ne vais pas développer devant vous plus longuement ce qu'est la pénurie d'aujourd'hui et de demain, hélas, des moyens publics d'intervention en mer. Regardez ce qui se passe notamment dans les Outre-mer, 97% des espaces sous juridiction, et vous constaterez par exemple qu'en océan Indien, avec l'avarie de la frégate Nivose, avec le désarmement annoncé d'un certain nombre de navires, dont l'Albatros, eh bien, nous serons complètement démunis de moyens. Et je pense, il ne s'agit pas de remplacer les moyens navals, mais je pense que c'est une ouverture tout à fait intéressante pour un partenariat bien compris avec les opérateurs privés, et je pense que la surveillance maritime est un de ces moyens privilégiés. Voilà, donc réformer le droit par petites touches en utilisant notamment les procédures souples de l'OMI, utiliser les outils techniques et juridiques de la sécurité maritime au profit de la sûreté maritime, s'ouvrir aux partenariats privés par des prestations physiques mais non régaliennes. Voilà un programme extrêmement vaste dans lequel les partenaires privés que vous êtes auront largement leur part. Je vous remercie de votre attention. Merci.